J'ai égorgé mon frère de sang sous la pluie battante des quais de Seine, sa gorge tranchée comme un pacte rompu avec le diable. Ce n'était pas la folie qui guidait ma lame, mais la vérité qu'il avait enterrée vivante en moi pendant 20 ans. Et maintenant, alors que son corps flotte vers l'oubli, je sais que la police me traque déjà, non pour son meurtre, mais pour les crimes que j'ai portés à sa place, ces chaînes invisibles qu'il m'a forgées dans l'ombre. Paris, cette ville des lumières trompeuses, m'a toujours paru comme un théâtre où les masques tombent au pire moment. J'étais Claire Duval, avocate aux tribunaux de la République, une femme qui défendait les innocents avec la ferveur d'une Jeanne d'Arc moderne. Mais sous cette armure de tailleur Chanel et de discours ciselés, battait un cœur marqué par la trahison la plus intime. Mon frère, Antoine, n'était pas de sang, du moins, pas au sens biologique. Nous nous étions jurés fraternité dans les ruelles crasseuses de Belleville, enfants perdus d'une France en crise, orphelins d'un père alcoolique et d'une mère qui s'était évaporée dans les brumes de l'opium. Il avait 10 ans, j'en avais 8. Il m'avait protégé d'un gang de voyous, et depuis, nous étions inséparables, liés par un serment gravé sur un mur effrité. Pour la vie, contre le monde. Les années nous avaient séparés, mais pas brisés. Antoine avait grimpé les échelons de la pègre parisienne, devenant le lieutenant discret d'un cartel qui trafiquait dans l'art volé et les secrets d'État. Moi, j'avais fui vers les lumières des amphithéâtres de la Sorbonne, jurant de combattre l'injustice qui l'embrassait. Pourtant, nos chemins se croisaient toujours, dans des cafés enfumés du Marais ou lors de ces nuits où il me glissait des enveloppes gonflées de billets pour aider la famille. Je refusais, bien sûr, mais je gardais le silence. C'était notre pacte tacite. Je fermais les yeux sur ses ombres, il respectait ma lumière. Tout bascula un soir d'automne 2018, sous les néons vacillants d'un bistrot près de la Bastille. J'avais 32 ans, lui 34. Nous trinquions à notre survie, ignorant que la mort nous épiait déjà. Antoine avait les traits tirés, ses yeux verts, ces yeux que j'avais toujours enviés, injectés de paranoïa. « Claire, il faut que tu saches », murmura-t-il en se penchant, son haleine chargée de cognac. J'ai fait une connerie. Une grosse. Il sortit une photo froissée, une jeune femme, la vingtaine, aux cheveux roux flamboyants, ligotée dans une cave humide. C'est Élise. Elle était ma associée. Elle a vu trop de choses. Le boss veut sa tête. Je sentis mon estomac se nouer. Élise Moreau, je la connaissais vaguement, une ancienne cliente, une hackeuse talentueuse que j'avais défendue contre des accusations de cyberfraude. Innocente, avais-je plaidé, et le jury l'avait acquittée grâce à mes arguments affûtés comme des lames. « Qu'est-ce que tu as fait » demandai-je, la voix tremblante. Il rit, un rire amer qui résonna comme un glas. « Rien encore. Mais si je ne la livre pas, c'est moi qui y passe. Et toi, Claire, tu veux que je te dise ? Tu es déjà dedans. Souviens-toi de cette affaire en 2015, le vol à la Galerie du Louvre. C'est moi qui ai organisé ça. Et toi, tu as falsifié les preuves pour me couvrir, non ? Ton premier mensonge au barreau. » Le choc me frappa comme un uppercut. Oui, c'était vrai. 5 ans plus tôt, Antoine m'avait supplié, juste un témoignage bidon, Claire. Pour un ami. J'avais cédé, forgeant un alibi qui avait sauvé sa peau et condamné un innocent, un gardien de musée que j'avais vu pourrir en prison. Depuis, cette tâche m'avait rongé, mais j'avais enfoui le secret, me convainquant que c'était pour l'amour fraternel. Tu m'as piégé, sifflai-je. Tu m'as fait porter tes péchés. Il haussa les épaules, ce geste si français de nonchalance face à l'abîme. La famille, c'est ça, non ? On se serre les coudes. Ou on coule ensemble. Cette nuit-là, je rentrais chez moi, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, les murs imprégnés de l'odeur de livres anciens et de regrets frais. Je ne dormis pas. Les jours suivants, les nouvelles éclatèrent. Élise Moreau avait disparu. Son corps fut retrouvé dans la Seine, ligoté avec des cordes de chanvre, une balle dans la nuque. L'enquête pointa vers un règlement de compte mafieux, mais les soupçons glissèrent vite vers moi. Pourquoi ? Parce qu'Antoine, ce serpent, avait semé des miettes, des emails falsifiés où je semblais complice, des témoins achetés qui jurèrent m'avoir vu avec elle la veille. Soudain, l'avocate intègre devint la suspecte numéro 1. Meurtre avec préméditation, titra Le Monde. Mes collègues me fuirent comme la peste. Mon amant, un procureur ambitieux, claqua la porte en murmurant « Tu m'as sali, Claire ». Isolé, traqué par les flashs des paparazzis et les ombres des flics, je compris la profondeur de la trahison. Antoine n'avait pas seulement sacrifié Élise. Il m'avait immolé pour grimper plus haut dans le cartel, devenant le nouveau lieutenant après la disparition de son prédécesseur. Il m'appelait encore, ses appels nocturnes où sa voix suintait le miel empoisonné. « Tiens bon, petite sœur. C'est temporaire. Une fois que je serai au sommet, je te sortirai de là. » Mais je lisais entre les lignes. Il me tenait en laisse,
prêt à me lâcher si je devenais un poids mort. La vengeance germa en moi comme une fleur vénéneuse dans les jardins du Luxembourg. Pas une rage aveugle, mais un plan froid, calculé, imprégné de cette élégance française qui masque la cruauté. J'étudiais les failles d'Antoine, ses maîtresses éphémères dans les cabarets de Montmartre, ses dettes cachées auprès de prêteurs usuriers, ses rendez-vous secrets avec des politiciens corrompus au Fouquet's. Je devins une ombre, utilisant mes contacts au barreau pour infiltrer son monde. Une ancienne assistante, Juliette, me livra des dossiers volés. Un hacker freelance, payé sous le manteau, pirata ses comptes. Le premier coup porta en hiver, lors d'une réception au palais de Tokyo. Antoine paradait, bras dessus bras dessous avec une héritière du champagne, son sourire carnassier illuminé par les lustres. Je m'approchai, un verre de Sancerre à la main, vêtu d'une robe noire qui épousait mes courbes comme un linceul. « Félicitations pour ta promotion », dis-je, ma voix un velours empoisonné. Il blêmit, mais se reprit. « Claire, qu'est-ce que tu fous ici ? Tu devrais être en cavale. » Je souris, tendant une clé USB discrète. « Regarde ça. Tes amis au cartel. Ils adoreraient savoir que tu les doubles avec les flics. » C'était un bluff, mais il mordit. La clé contenait des faux, des enregistrements trafiqués où il semblait négocier un deal avec la BRDE. Paniqué, il annula un gros trafic d'œuvres d'art, perdant des millions et la confiance de son boss. Les rumeurs enflèrent, Antoine le traître. Il me harcelait maintenant, non plus avec affection, mais avec fureur. Espèce de salope. Tu vas payer pour ça. Mais je sentais sa peur, cette fragrance âcre qui précède la chute. Pourtant, la tension montait. La police resserrait l'étau sur moi. Un mandat d'arrêt circulait, m'accusant non seulement des Élise, mais d'un réseau plus vaste, les crimes qu'Antoine m'avait imputés depuis des années. Gagner du temps devint vital. Je me réfugiai dans une mansarde de Pigalle, chez une vieille amie libraire qui haïssait les flics autant que les bourreaux. Là, dans l'odeur de papier jauni et de vinaigre, je peignais mon tableau final. Le twist que personne ne verrait venir. Révéler que j'avais, moi aussi, un secret. Pas pour me racheter, mais pour l'anéantir. Antoine frappa à ma porte une nuit de tempête, trempé, les yeux hagards. « Claire, aide-moi. Ils me veulent mort. Le boss pense que je l'ai trahi à cause de toi. » Je le fis entrer, lui offrant un café noir comme l'enfer. Nous parlâmes des heures, revisitant notre enfance, les rires volés, les promesses brisées. Il pleura, ce grand dur à cuire, avouant enfin. C'était pour nous protéger tous les deux. Élise allait tout balancer, y compris ton rôle dans le Louvre. Mensonge, bien sûr. J'avais les preuves contraires, mais je jouais le jeu, alors, prouve-le. Tue-moi, si ça te sauve. Ses mains tremblèrent autour de ma gorge, mais il recula, dégoûté de lui-même. C'est là que je sortis l'arme, un enregistreur caché, capturant sa confession complète. Tu m'as fait endosser tes meurtres, Antoine. Élise, le gardien, et combien d'autres. Il bondit, mais trop tard. J'appuyai sur envoi, vers un journaliste du Canard enchaîné, anonyme, mais fiable. À l'aube, les sirènes hurlèrent. La chute fut spectaculaire. Antoine arrêté en pleine fuite vers Deauville, son empire s'effondrant comme un château de cartes sous le vent de la trahison. Moi, libéré des charges, mais marqué à vie. Les médias me dépeignirent en héroïne vengeresse ou en manipulatrice froide. Les féministes me célébrèrent, les conservateurs me condamnèrent. Était-ce justice ou vengeance? Le tribunal me relaxa, mais le vrai verdict appartenait aux ombres de Paris. Pourtant, le twist final me hante encore. Dans sa cellule, Antoine m'écrivit une lettre. « Tu as gagné, sœur. Mais souviens-toi, le gardien du Louvre? Il était innocent, oui. Mais Élise, elle était ta demi-sœur. Notre mère l'avait eue avant de nous abandonner. Je l'ai tuée pour te protéger de la vérité, que tu étais bâtarde, comme nous. » Le papier trembla dans mes mains. Était-ce un dernier mensonge ou la révélation qui me briserait? Je brûlai la lettre dans le feu de ma cheminée, mais les cendres dansèrent comme des fantômes. Paris continue de briller, indifférente. Je marche désormais dans ces rues, un fantôme parmi les vivants, me demandant si la vengeance libère ou enchaîne. Et vous, lecteurs, qui jugez-vous? La victime, le bourreau, ou le monstre que nous portons tous en nous? Revenons à ces jours gris de Belleville, où la Seine charriait non seulement des déchets, mais des rêves noyés. J'avais 8 ans lorsqu'Antoine entra dans ma vie comme un ouragan bienveillant. Notre immeuble, un bloc de béton lézardé du 20e arrondissement, puait le chou fermenté et les cris des voisins immigrés. Père, un ouvrier Renault licencié, noyait ses chagrins dans des demi de bière aux zinc du coin. Mère, avec ses yeux vides et ses seringues cachées, disparaissait des nuits entières dans les bras d'inconnus.
Nous, les enfants, apprenions vite. Survivre signifiait se taire, voler des croissants au marché et prier pour que la violence passe son tour. Antoine vivait à l'étage du dessous, avec une tante acariâtre qui le battait pour un rien. Grand pour son âge, maigre comme un clou, il avait déjà ce regard de loup, affamé, calculateur. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais de l'école, une bande de gamins plus âgés m'encercla près du métro Pyrénées. « Donne ton cartable, la petite bourge !» ricana le chef, un morveux de 12 ans avec une cicatrice au sourcil. Je serrai mes cahiers contre moi, les larmes coulant, quand Antoine surgit de nulle part. « Laissez-la, ou je vous crève les yeux. » Sa voix était un grondement, et il brandissait un tesson de bouteille comme une épée. Les voyous hésitèrent, puis filèrent en riant nerveusement. Il me tendit la main, sale mais chaude. « Viens, Clairette. Les fleurs, ça se protège. » C'est ainsi que naquit notre frère-sœur fictif. Nous passions les soirées sur le toit, à fumer des cigarettes volées et à inventer des histoires de grandeur. Lui, gangster chic comme dans les films de Melville, moi, avocate qui sauvait le monde. « On se jure quoi ?» demanda-t-il un soir, sous un ciel étoilé rare. « Que si l'un tombe, l'autre le relève. Pour la vie. » Nous gravâmes nos initiales sur le parapet avec un canif rouillé, ASC, éternel. Mais l'enfance est un mensonge, et Antoine apprit vite à tordre la vérité. À 10 ans, il vola une montre en or à un touriste japonais près de la place des Fêtes. Acculé par les flics, il me désigna du doigt. C'est elle. La gamine en jupe bleue. Je pleurai, suppliai, mais les agents me fouillèrent, trouvant la montre cachée dans ma poche. Il l'y avait glissée pendant que je regardais ailleurs. Père me battit ce soir-là, me traitant de petite voleuse. Antoine, penaud, vint s'excuser à ma fenêtre avec un bouquet de marguerites arrachées au square. « Pardon, Claire. C'était pour tester. Pour voir si tu me couvrais vraiment. » Déjà, les graines de la manipulation. Les années lycée accentuèrent cela. À 16 ans, Antoine fut renvoyé du lycée technique pour trafic de shit dans les toilettes. Il me força à mentir au proviseur. C'était un garçon de terminale, pas lui. Je l'ai vu. En échange, il promit de m'aider avec mes devoirs de droit. Mais le lendemain, il utilisa mon alibi pour frapper plus fort, vendant à des dealers plus gros. « Tu es ma couverture parfaite », me dit-il un jour, en mâchant un kebab sur un banc de la butte. « Toi, la petite Sainte-Nitouche, personne ne te soupçonne. » Je ravalai ma colère, me convainquant que c'était de l'amour tordu. Mère partit pour de bon cette année-là, emportant avec elle les derniers lambeaux de normalité. Père sombra dans la dépression, buvant jusqu'à l'oubli. Antoine devint mon pilier. Il payait les factures avec de l'argent sale, me glissait des billets pour mes livres. « Ne pose pas de questions », ordonnait-il. Et je n'en posais pas, par peur de briser le fil ténu qui nous liait. Mais au fond, une voix murmurait « Il te possède déjà ». À 18 ans, je quittais Belleville pour la Sorbonne, becquetant dans les cafés intellectuels de Saint-Germain. Antoine, lui, plongea tête la première dans le milieu. Petites arnaques aux puces de Saint-Ouen, puis vol d'art mineur. Nos rencontres devinrent sporadiques, chargées de tension. Lors d'un Noël pluvieux au Père-Lachaise, il me confia son premier gros coup, un tableau volé à un collectionneur. « Garde-le pour moi, Claire. Chez toi, c'est saf. » Je refusai, mais il insista, les yeux suppliants. « Pour la famille. » Le lendemain, la police perquisitionna mon studio. Le tableau avait disparu, mais mes empreintes étaient partout. Il les avait essuyées sur mes gants. Soupçonné, interrogé, je fus innocenté par manque de preuves. Mais le doute s'était insinué. Antoine me testait encore, me liant à ses ténèbres. Ces flashbacks me hantent maintenant, alors que je me cache dans ma mansarde. Chaque souvenir est une lame qui tourne dans la plaie. Était-il toujours ainsi, m'impliquant pour mieux me contrôler? Ou suis-je complice par faiblesse? La vengeance, je la sens bouillonner, mais elle est teintée de deuil pour l'innocence perdue. Demain, je frappe plus fort, un rendez-vous piégé avec ses créanciers, où je révélerai leur dette commune. Mais au fond, je sais, la vraie trahison est en moi, cette soif de justice qui ressemble tant à la haine. Paris gronde dehors, indifférente à mes tourments. Les klaxons des taxis, les rires des amants sur les ponts, tout cela moque ma solitude. Antoine paie pour ses péchés, mais qui paiera pour les miens? Je ferme les yeux et revois nos initiales sur le toit, ASC. Effacées par le temps, comme nous. L'hiver 2025 s'abat sur Paris comme un linceul glacé, et avec lui, les fissures de mon édifice vengeur. Après le scandale de la clé USB, Antoine s'est terré dans un safe house près de la Défense, entouré de gardes du corps tatoués qui puent la sueur et le hache. Moi, je navigue entre les ombres, utilisant mes derniers contacts au barreau pour falsifier des identités.
une ironie cruelle, puisque c'est ce qui m'a perdu autrefois. Juliette, ma confidente à cœur, m'envoie des mises à jour, il est parano, Claire. Change ses serrures tous les 2 jours. Mais j'ai un accès à son téléphone. Prochain move. Le prochain move est un poison lent, ruiner ses alliances. J'orchestre une fuite anonyme vers Mediapart. Des documents fuités montrant Antoine en train de détourner des fonds du cartel vers un compte offshore aux Bahamas. Faux, bien sûr, mais crédible. J'ai utilisé des templates volés à un ancien client. Le boss, un Sicilien exilé nommé Rossi, mort à la Meçon. Une réunion d'urgence est fixée au sous-sol d'un restaurant italien du 8e, près des Champs-Élysées. J'achète un billet pour Londres, une serveuse embauchée pour l'occasion, équipée d'un micro caché dans son tablier. La nuit de la réunion, la neige tombe en flocons épais, étouffant les bruits de la ville. Je suis dans une voiture volée, garée à 2 rues, écoutant via un earpiece. « Antoine, tu nous prends pour des cons ?» Gronde Rossi, sa voix rauque comme du gravier. « Ces transferts. C'est toi qui les as signés. » Mon frère proteste, sa voix chevrotante. « C'est un coup monté. Quelqu'un me cible, peut-être les flics. » Rire gras des sous-fifres. Puis, un claquement sec, une gifle ou pire. Tu as 24 heures pour rembourser, ou on te découpe comme un prosciutto. Je souris dans l'obscurité, mais le triomphe est amer. Car au milieu des cris, j'entends un nom, le mien. Et cette sœur, l'avocate, elle fouine partout. Peut-être qu'on commence par elle. Mon cœur s'emballe. Antoine, pour se sauver, me balance-t-il déjà? Non, c'est Rossi qui improvise, mais la menace est réelle. Je démarre en trombe, fonçant vers Pigalle. À mi-chemin, mon téléphone vibre, un message d'Antoine. « Claire, je sais que c'est toi. Arrête, ou je te jure, je te fais tomber pour de bon. » Élise n'était que le début. Élise. Son fantôme me hante depuis des mois. J'ai revu ses photos, ses yeux verts si semblables aux siens, aux miens. La lettre d'Antoine brûle dans mon esprit. Était-elle vraiment ma demi-sœur? J'appelle Juliette, creuse sur Élise Moreau. Parents, origine. Tout. Les heures passent dans l'attente fiévreuse, bercée par le tic-tac d'une horloge qui compte mes erreurs. À l'aube, la réponse arrive. Élise, née en 1995 d'une mère inconnue, mais un détail. Un certificat de naissance falsifié, comme le mien. Mère avait avoué un jour, dans un rare moment de lucidité, « Il y en a eu d'autres avant toi, Claire. » Des erreurs. Mon sang se glace. Si c'est vrai, Antoine ne l'a pas tué pour le cartel, mais pour enterrer notre lignée maudite. Une bâtarde de plus qui aurait pu révéler nos faiblesses. La trahison s'approfondit, devenant incestueuse dans sa noirceur. Pourtant, le plan craquelle. Lors d'une filature, un garde d'Antoine me repère près d'un café de la rue de Rivoli. Une poursuite s'engage. Je sprinte à travers la foule des touristes, mon cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Il me plaque contre un mur, son souffle chaud. « Le patron veut te voir, salope. » Je lui plante un tasé volé dans les côtes, un cadeau de Juliette, et m'enfuis, mais blessé à l'épaule, du sang tachant mon manteau. Rentré à la mansarde, je pense ma plaie avec du whisky et des linges sales, me maudissant, trop d'audace, pas assez de prudence. La nuit apporte une confrontation inattendue. Un coup à la porte. C'est mon ancien amant, le procureur Laurent, silhouette élégante dans son Burberry trempé. « Claire, pour l'amour du ciel, rends-toi. Les charges contre toi s'effondrent, mais si tu continues cette vendetta, tu finiras comme lui. » Ses yeux que j'aimais, brillent de pitié ou de calcul. Antoine m'a contacté. Il veut un deal, témoigne contre le cartel, et il avoue tout. Je ris, un rire hystérique. Et toi, tu crois ces mensonges? Il m'a déjà sacrifié une fois. Laurent s'approche, sa main sur mon bras. Je sais pour le Louvre. Il me l'a dit. Mais toi, Claire, tu peux encore te racheter. Le baiser qu'il pose sur mes lèvres est un poison sucré, ravivant des souvenirs de nuits volées au Ritz. Pendant un instant, je vacille. Et si la vengeance n'était qu'un piège que je me tends à moi-même? Mais non. Je le repousse doucement. Va-t'en, Laurent, ou tu seras le prochain sur ma liste. Il part, silhouette avalée par la nuit, me laissant avec le goût du regret. Le lendemain, l'escalade, je tends un piège fatal. Via un faux rendez-vous avec un « acheteur » pour un tableau volé, j'attire Antoine dans un entrepôt désaffecté de la Villette. La scène coule à proximité, noir et complice. Il arrive seul, confiant, un pistolet dans sa ceinture. « Claire, c'est toi. » Je sors des ténèbres, lame à la main, la même que pour nos serments d'enfance. Finissons ça, frère.
Les mots fusent comme des balles, accusations, pleurs, rires amers. « Tu m'as volé ma vie », hurle-t-il. « Et toi la mienne », rétorque-je. Il bondit, mais je suis plus rapide, la pointe contre sa jugulaire. « À vous, Antoine. » « Pour Élise. »« Pour nous. » Il s'effondre à genoux, sanglotant. « Oui, c'était pour te protéger. » Elle allait dire que mère. Que nous étions des monstres. Le micro de Juliette enregistre tout. Mais au moment où je recule, il sort son arme. Un coup de feu déchire la nuit. Il tire dans le vide, paniqué, et la balle ricoche, effleurant ma tempe. Je fuis, le sang coulant, mais victorieuse. Les enregistrements atterrissent chez les flics anonymement. Antoine est arrêté le lendemain, menotté devant les caméras de BFM. La France entière débat, vengeance justifiée ou meurtre moral. Moi, je me cache plus profond, sentant les fissures s'élargir. La vengeance liberté-elle, ou détruit-elle le vengeur? Le printemps hésite à Paris, ses pluies fines masquant les larmes des damnés. Antoine croupit à la santé, en attente de procès, mais son influence persiste comme un écho maléfique. Rossi, le boss du cartel, n'a pas avalé la trahison. Ses hommes rôdent, et un matin, Juliette m'appelle, voix brisée. « Claire, ils m'ont eu. Un enlèvement près du canal Saint-Martin. Ils disent que si tu ne te rends pas, c'est mon corps dans la Seine. » Mon monde s'effondre. Juliette, cette fille aux cheveux bleus et au rire contagieux, n'était qu'un pion dans mon échiquier fou. Je négocie, un échange au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillent sous le poids des illusions brisées. Midi, soleil pâle filtrant à travers les nuages. Je traverse le pont, un sac à dos rempli d'épreuves contre Rossi. Les vrais, cette fois, compilés par Juliette avant sa chute. À l'autre bout, 3 silhouettes, des gorilles en costard, et Juliette, ligotée, un œil au beurre noir. « Libérez-la », dis-je, voix ferme comme au tribunal. Le chef, un colosse nommé Marco, ricane. « D'abord, le sac. Et dis à ton frangin qu'on le visite en tôle. » L'échange se fait dans la tension palpable, le vent charriant l'odeur de la rivière. Juliette titube vers moi, murmurant « Cours, Claire. C'est un piège. » Trop tard. Marco sort un flingue, et ses hommes bloquent les extrémités du pont. Touristes hurlent, s'éparpillent, un cadenas cliquette dans la panique. Rossi veut ta tête, avocate. Pour Antoine, et pour Élise, oui, on sait tout. Il charge, et le chaos éclate. Je balance le sac dans la Seine, poing nu contre l'âme. Je me bats comme une possédée, griffant, mordant, utilisant une chaîne de cadenas comme fouet. Un coup de couteau m'entaille le flanc, chaud et humide, mais j'enfonce mes doigts dans l'œil de Marco, le faisant hurler. Juliette, libérée, ramasse un morceau de cadenas et frappe un sbire à la nuque. Nous fuyons vers l'île de la Cité, laissant 2 corps inertes derrière, pas morts, mais brisés. La police arrive, sirène hurlante, mais nous nous fondons dans la foule de Notre-Dame, haletante, couverte de sang. Ce soir-là, dans un squat de Ménilmontant, Juliette pleure. Pourquoi, Claire? C'était pas censé être comme ça. Je la serre contre moi, sentant ma plaie suinter. La vengeance, c'est une spirale. On y entre pour justice, on en sort en monstre. Mais le chaos approche, le procès d'Antoine, dans 2 semaines au palais de justice. J'ai les enregistrements, les preuves pour le clouer, et Rossi avec lui. Mais un appel anonyme change tout. Laurent, mon ex, voix tendue. « Claire, viens me voir. J'ai quelque chose sur Élise. Quelque chose qui te brisera. » Je le retrouve dans son bureau du quai des Orfèvres, sous les portraits austères des anciens procureurs. Il pose un dossier jauni, le vrai certificat de naissance d'Élise. Ta mère, Claire. Elle était une espionne pour les services, dans les années 90. Élise était sa fille d'un amant soviétique, un agent double. Antoine l'a su, et il l'a tuée non pour le cartel, mais parce qu'elle enquêtait sur lui. Sur vous deux. Et toi? Tu portes le même sang. Les mots me frappent. Je suis fille d'espion, bâtarde d'une guerre froide qui s'infiltre dans mes veines. Pourquoi me le dire maintenant? Il avoue, parce que je t'aime encore. Et parce qu'Antoine propose un deal, silence contre ta liberté. La trahison de Laurent, ou est-ce de l'amour? Me ronge. Je refuse, bien sûr. Le jour du procès arrive, un cirque médiatique, caméra braquée sur la scène, commentateurs débattant de la sœur vengeresse contre le frère maudit. Je témoigne, masqué en témoin anonyme, diffusant les enregistrements via un leak orchestré. La salle explose, aveu d'Antoine, détails sordides sur Élise, le Louvre, les vols. Rossi est arrêté en direct à Milan, son empire s'effondrant en chaînes.
Mais le chaos trao culmine quand Antoine, au banc des accusés, me fixe. « Claire, dis-leur la vérité. Le gardien, c'est toi qui l'as tué, pas moi. Dans la panique, après le vol, tu as paniqué. » Mensonge. Où est-ce? Un flashback me submerge. La nuit du Louvre, dans l'ombre des pyramides, un cri étouffé. Étais-je si innocente? La salle divise, certains crient au meurtre, d'autres justice poétique. Le juge suspend l'audience, chaos total. Je m'enfuis dans les couloirs, poursuivi par des journalistes. Dehors, la pluie martèle, Laurent m'attend dans une berline. Monte. On peut encore s'en sortir. Je monte, mais pas pour lui, pour une dernière confrontation. Direction la santé, privilège d'un procureur. Antoine, en cellule, blême sous les néons. Finissons, frère. Il rit, tu as gagné. Mais le twist? Élise vivait. Je l'ai manqué. C'est une doublure que j'ai butée. Elle est là, dehors, et elle te hait autant que moi. Le monde bascule. Si Élise vit, ma vengeance n'était qu'un leurre. Je sors, à garde, Paris un labyrinthe de mensonges. L'été étouffe Paris dans sa moiteur, transformant les boulevards en fours où les secrets cuisent à feu lent. 3 mois après le procès, Antoine condamné à perpétuité, Rossi extradé vers l'Italie, je vis en fugitive, changeant de planque comme de chemise ensanglantée. Laurent m'a offert un faux passeport, un billet pour Lisbonne, mais je reste aimanté par le poison de la ville. Élise vit. Ces mots d'Antoine résonnent comme un glas, et je les traque, fouillant les recoins numériques avec l'aide de Juliette, guérie mais marquée. Les indices mènent à une adresse modeste du 13e arrondissement, près de la bibliothèque François Mitterrand, ironie, ce temple du savoir abritant une ombre. Une nuit sans lune, je frappe à la porte d'un appartement anonyme. Une femme ouvre, cheveux roux-teints en châtain, yeux verts voilés par des lunettes. Élise Moreau, vivante, usée comme un livre corné. Claire Duval, murmure-t-elle, pas surprise. Entre. On a à parler. La pièce est un capharnaüm de papier et d'ordinateur. Carte postale de la mer, photo jaunie. Élise verse du pastis, sa main tremblante. Antoine m'a loupé, oui. J'ai payé un sosie pour disparaître. Une amie, tuée à ma place. J'enquêtais sur lui depuis des mois. Vol d'art, mais aussi chantage à des politiques. Et sur toi. Sur notre lien. Elle pose une photo, mère, jeune, dans les bras d'un homme au regard slave. Ton père, mon père. Agent Stubbles, Claire. Tu es ma sœur. Pas demi eau pleine. Le choc me terrasse. Pas bâtarde, mais sœur cachée, fruit d'une trahison parentale plus profonde que tout. Pourquoi ne pas avoir surgi? Demandai-je, voix rauque. Elle rit, amère, peur et vengeance. J'ai vu Antoine te sacrifier comme il m'aurait sacrifié. J'ai nourri tes fuites anonymes, tes preuves. Mais maintenant, tu as détruit le cartel, libéré la vérité. Et moi avec. Ses yeux sans but. Mais à quel prix? Tu portes le sang de nos parents sur les mains. Les jours suivants, nous complotons en silence, Élise et moi, sœurs contre le monde, comme Antoine et moi autrefois. Nous publions un manifeste anonyme sur le dark web, Les filles de l'ombre, exposant les ramifications du cartel dans la haute société française. Politiciens démissionnent, scandale éclate au Sénat. Paris tremble, divisé, héroïne ou terroriste. Les féministes paradent avec nos portraits stylisés, les droites hurlent à l'anarchie. Pourtant, le twist final frappe comme la foudre. Une lettre d'Antoine, smugée par un gardien corrompu. Bravo, mes sœurs. Mais le gardien du Louvre? C'était Élise qui l'a tué. Dans la panique, elle a paniqué, et je l'ai couverte, comme tu m'as couvert. Le cycle continue. Élise blêmit, avouant dans un souffle. Vrai. J'étais là, pour à cœur les alarmes. Il m'a menacé de tout dire. Ainsi, nous nous sommes gantés mutuellement, un cercle de péché où personne n'est innocent. La décision est nôtre. Fuir ensemble vers le Portugal ou affronter le tribunal public. Nous choisissons l'ambiguïté française. Un exil doré, avec des livres à écrire, des vins à déguster, mais hanté par les fantômes. Laurent nous rejoint, amant repentant, formant un trio bancal. La vengeance? Elle a libéré Paris de ses chaînes, mais nous a enchaînés à nos vérités. Aujourd'hui, sous le soleil de l'Alentejo, je marche pieds nus dans les vignes, Élise à mes côtés. Était-ce justice? Demande-t-elle. Je hausse les épaules, ce geste si parisien. Ou vengeance? Le monde jugera. Et vous, lecteurs, dans quel camp êtes-vous? La fin heureuse d'une rédemption sororale,
ou la bicasséage d'un cycle éternel? Paris, loin derrière, murmure sa réponse dans le vent.